Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en cancer du 13 juillet 2018 à 2h47 temps GMT. Donc nouvelle lune en cancer à 20 degrés 41 minutes je crois, 20 degrés 41 minutes. Donc il sera plus fortement ressenti par les personnes ayant donc des amas planétaires, ou des pointes, donc des ascendants, des descendants, etc. Donc fin deuxième décan, début troisième décan, des signes cardinaux, Cancer, Capricorne et Bélier, Balance. Alors cette nouvelle lune en cancer, elle est particulière. Donc on va voir le programme. Donc d'abord je vais vous parler de sa spécificité numéro 1, c'est-à-dire que c'est une nouvelle lune éclipse solaire partielle. Ensuite on verra ce que c'est qu'une nouvelle lune globale en cancer, donc avec les aspects généraux. Ensuite, on verra plus ou moins mais il y a des aspects, des forces particulières. Donc, on verra plutôt ça autour des aspects spécifiques de notre nouvelle lune du moment. Et puis, on aura donc les énergies spécifiques avec les fuseaux horaires. Et enfin, la numérologie. Et pour les énergies collectives, on va s'intéresser au triangle de Karpman. Alors le triangle de Karpman, donc tout le monde sait ce que c'est, avec ce fameux triangle dramatique qui est très très utilisé dans l'analyse transactionnelle, donc dans les thérapies brèves notamment, donc pour connaître un petit peu les positions du sauveur, donc sauveur, bourreau et victime, sachant que c'est la victime qui manipule tout le monde. Voilà, à l'insu de son plein gré, souvent. Alors, pour commencer, on va d'abord s'intéresser au fait que cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune éclipse. Donc, c'est la première du mois de juillet, sachant qu'on a une éclipse très très importante le 27 juillet, en même temps que la pleine lune, qui sera donc... celle du 27 juillet, elle sera déterminée, elle aura plein de planètes rétrogrades aussi en même temps, donc il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a celle du 13 qui est préparatoire de la dernière, de cette fin de mois. Une éclipse, c'est quoi? C'est toujours un moment, donc solaire ou lunaire, c'est des moments où soit on a accès à notre conscience, notre volonté, notre ego, quand il s'agit du soleil, soit c'est plutôt des choses au niveau de l'inconscient qui doivent ressortir et être traitées quand il s'agit de la lune. Sachant que dans tous les cas, on est sur des choses qui sont des nouveaux départs, qui sont des possibilités de reformater les choses et d'aller sur des nouveaux modes de construction beaucoup plus loin. Alors, cette éclipse en cancer, elle a eu lieu, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu d'éclipse solaire en cancer, puisque visiblement, depuis 2011, il n'y en avait pas eu. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2011 ? Sachant que ça peut être la boucle, quelque chose qui se termine maintenant par rapport à ce qui a commencé, des choses qui se sont pointées directement en 2011. Donc à ce titre-là, c'est intéressant pour vous peut-être de faire le lien, de regarder ce qui s'est passé, ce qui a commencé, ce qui a pu être litigieux pour vous en 2011, de façon à pouvoir... établir dans quelle mesure les choses pourraient se remettre de la bonne façon en fait. Donc ça, c'est pour notre éclipse. Donc on a pas mal de changements majeurs annoncés, ne serait-ce que par cette éclipse. Elle sera visible de façon partielle au niveau de l'Australie et de l'Antarctique. Et nous, de notre côté, on aura celle de la fin du mois qui sera plutôt au-dessus de nous et qui nous... je crois que ça sera l'éclipse lunaire la plus longue du siècle, enfin un truc comme ça. Donc voilà. Maintenant, une nouvelle lune en cancer, c'est quoi? Habituellement, donc c'est toujours quelque chose qui a trait à
à la dimension familiale, émotionnelle, affective, mais qui est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du passé aussi, du passé, de la lignée, du rapport à la mère. Mais c'est très très affectif, hein, c'est très émotionnel, c'est quelque chose qui va aller chercher très loin. Alors là, moi, ce qui m'a interpellée, malgré tout, c'est qu'on a une éclipse solaire, donc on restreint l'image du soleil, d'accord, la lumière du soleil. La nouvelle lune, ben, on est en nouvelle lune, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière sur la lune, d'accord, c'est quelque chose qui est éteint. Et puis, de l'autre côté, on va se retrouver avec, on verra au niveau des aspects spécifiques, on se retrouve avec un Pluton qui va lui être un petit peu, qui sort des ténèbres, qui va éteindre encore plus pour demander la transformation. Donc on est à un stade où une nouvelle lune, je dirais, de cet acabit-là, elle demande vraiment à ce qu'on réfléchisse à notre niveau émotionnel, à notre intensité émotionnelle. On travaille sur l'émotionnel, à différencier ce qui est émotion et sentiment. D'accord, une intensité véhiculée par une émotion, c'est simplement un message qui demande à sortir, qui demande à être véhiculé, qui demande à pouvoir être compris, intégré, accepté. Donc en fait, on se retrouve avec des émotions, des choses qui deviennent de plus en plus douloureuses, mais c'est pas pour nous indiquer que le domaine est important, c'est pour nous indiquer que le message est important, qu'il faut absolument qu'on arrive à générer ce message, à l'intégrer, à l'accepter, à le faire descendre, à le canaliser. Et l'intensité de notre réaction émotionnelle ou par rapport par exemple à la personne qui va être le support du truc, c'est pas du tout une preuve de ce qu'on ressent par rapport à cette personne-là. Donc ça peut être, on peut complètement se tromper. On peut avoir, par exemple, on peut dire que ce soit de l'amour, de la haine ou de la colère, il y a cet effet miroir parce qu'on devient des éponges à émotions. Donc quelqu'un va émettre un truc, une émotion qui va nous parler et on va surréagir. En fait, ça n'a absolument rien à voir avec la personne qui est en face, même si effectivement c'est elle qui va supporter le coup de cette génération, soit d'affectif parfois, soit de haine, soit de colère, soit de je ne sais quoi au niveau émotionnel. Ça, c'est juste de l'effet miroir, en fait. Hein, on est d'accord, on n'a pas autre chose. Pourquoi c'est de l'effet miroir? Parce qu'en fait, on fonctionne tous, on le verra plus tard sur le triangle de Cartman, mais on fonctionne tous avec des structures qui sont basées sur des blessures originelles. Ces blessures, donc je vous invite à aller voir, pour ceux qui n'ont pas travaillé dessus, ou en tout cas qui ne l'ont pas lu, parce que c'est toujours très intéressant de lire. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, où elle indique bien qu'il y a 5 blessures différentes de base. Il y en a certainement plus, mais je dirais qu'au niveau du squelette et de ce qu'on retrouve le plus, c'est ça. Il y a le rejet avec son masque de fuyant, d'accord, donc on se réfugie dans quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. Il y a la blessure de l'abandon qui génère un comportement de dépendant. Donc on va essayer de s'accrocher à des trucs pour pouvoir ne pas être tout seul, etc. La troisième blessure, c'est l'injustice, donc avec le masque du rigide, où on va essayer d'expliquer les choses, de les rationaliser, de se justifier, de juger, etc., de classifier, pour se rassurer, bien évidemment. On a cette blessure de la trahison qui va aller avec le fait de tout vouloir contrôler, donc le masque du contrôlant. Donc on va avoir besoin de tout passer au crible. Tout, pour pouvoir à la fois recommencer à se faire confiance à soi, mais aussi faire confiance aux autres. Et puis, il y a le masque de la blessure de l'humiliation avec le masque du masochiste, où on va... C'est plus courant qu'on croit, celle-là, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est pas atteint de ce genre de truc.
Et en fait, on se rend compte que le masque, il consiste à pas savoir mettre les limites, en fait. C'est-à-dire qu'on a été écrabouillé dans un système où on nous a dit non, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, on ne sait plus fixer les limites pour nous de ce qui est bon, de ce qui est pas bon. Et donc, on ne s'écoute pas, on finit par avoir été dressé pour ne pas s'écouter, et on est trop au service des autres. Donc, on écoute d'abord leurs besoins et ensuite les nôtres. Donc, on peut, je vous rassure, on peut avoir une seule blessure, on peut les avoir toutes. Ou deux, ou trois, enfin, c'est comme on veut. Et donc, en fait, derrière un masque, de ce qu'on a vu, il y a une peur, qui est une peur viscérale, d'accord? Le rejet, ça peut être la peur panique de ne pas savoir faire face, de se trouver tout seul. Hein. Et derrière l'abandon, il peut y avoir la solitude, la peur de se retrouver seul. Et derrière chaque peur, vous avez un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, il y a, quand on regarde le rejet, le rejet, il a peur qu'on lui dise qu'il n'a pas de place, qu'il n'a place nulle part. Donc c'est cette problématique du rejet, en fait, elle rejaillit, entre guillemets, partout, parce qu'on va se dire dans notre vie en disant j'ai ma place nulle part. Donc globalement, j'aime pas ma place au boulot, je trouve pas ma place dans mon couple, ou je trouve pas quelqu'un qui m'accepte. Forcément, vous allez trouver quelqu'un qui va vous rejeter parce que vous véhiculez ce rejet et cette blessure de rejet qui va se coupler, on va voir, avec ces histoires de triangle de Karpman, une certaine position relationnelle, et donc on va attirer un certain nombre de situations qui vont se remettre dans ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir d'un certain nombre de choses émotionnelles comme ça qui bloquent? Eh bien, il faut d'abord avoir conscience que si ça bloque, c'est parce qu'on a des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, ça veut dire qu'on est atteint d'un schéma psychologique qui se déclenche, et qui se déclenche sans notre consentement, sans notre conscience des choses. Donc, on va avoir la possibilité de mettre, par exemple, plus de conscience dans des petites choses qu'on va voir et qui appartiennent à tel ou tel truc. Mais ça, c'est à force d'avoir étudié les blessures différentes. En disant, tiens, c'est bizarre, ça me parle. Et ça me parle, oui, et dans quel contexte, et avec qui, et dans quelle situation, etc. Donc, la blessure d'abandon, c'est... Il va falloir être conscient que on a quand même des choses chouettes, du potentiel. On a la possibilité de faire les choses. Au niveau du rejet, il faut prendre notre place. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut prendre notre place. C'est-à-dire que il va falloir se renforcer soi, parce que si on se laisse rejeter, c'est qu'on n'a pas confiance dans ce qu'on est. Donc il faut renforcer ce manque de confiance pour trouver sa place. L'injustice, comme l'humiliation, c'est une histoire de limite, essentiellement. Il faut respecter ce qu'on est soi et respecter ce que font les autres. Donc, évidemment, chaque fois qu'on rentre en confrontation avec nos propres schémas et qu'on ne les écoute pas et qu'on n'arrive pas à les décoder, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si l'autre ne rentre pas en considération avec ce qu'on est, l'abandon, par exemple, il va devenir dépressif. Le rejet, il va se mettre à être super anxieux. Et puis l'injustice, ça va basculer aussi dans des choses ultra violentes, parce qu'il n'y a plus de moyens de réaction, il n'y a plus de moyens de parole, donc on casse. D'accord? Donc cet effet miroir que les autres nous amènent en relationnel et en émotionnel et en affectif, c'est quelque chose qui va déclencher chez nous des surréactions. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ces surréactions qui nous mettent dans le jus, quoi. Qui nous permettent de continuer à activer des schémas qui sont plus du tout à l'ordre du jour et qui devraient être désactivés. Mais non, on rentre dedans et on continue à les alimenter. Donc, il faut absolument avoir des prises de conscience des différents schémas qui se déclenchent chez nous, les analyser, les décortiquer, les découper, les machiner, etc. Se donner le droit d'avoir été victime de ces schémas. Se donner le droit de les avoir utilisés. Et puis, d'en avoir souffert. Accepter la souffrance chez soi-même, pouvoir la regarder, c'est déjà pas mal. Parce que ça permet de pardonner aux autres aussi
Parce qu'on arrive, nous, à reconnaître quelque chose qui a été dur pour nous. D'accord? Et puis après, accepter notre, je dirais, notre plan de bataille dans la globalité. C'est-à-dire que finalement, on a été au milieu de quelque chose qu'on a nous-mêmes généré des fois, qu'on a été obligé de subir aussi, dans laquelle on a une place, en fait. Hein, c'est ça le truc. Et ensuite, on va pouvoir accepter, reconnaître et faire appel à notre potentiel de guérison. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander à en guérir. Et ça devient intéressant parce que d'un seul coup, on a vraiment une porte qui s'ouvre sur cet émotionnel dysfonctionnant qui nous permet de sortir de là. Donc ça, c'est intéressant. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que cette nouvelle lune du 13 juillet, elle appuie là-dessus comme une forcenée. Elle appuie là-dessus parce qu'elle est opposée à Pluton en Capricorne, qui est rétrograde. D'accord? Donc le Soleil, lui, déjà quand tout seul, quand il est opposé à Pluton, on cherche la distorsion de l'ego, on cherche la crise. Pluton opposé Soleil, on va chercher une crise avec un individu, une crise existentialiste, une crise morbide d'existence, quelque chose qui ne sera pas drôle du tout. Bon. Il y a eu des fois une distorsion aussi avec la volonté et la conscience, c'est-à-dire que Pluton va écraser notre volonté, va écraser notre conscience, et nous on va faire de la résistance, on va s'accrocher, on va trouver des excuses, mais on va pas vouloir changer, on va pas vouloir lâcher. Mais pourquoi? Parce que des fois, Pluton, il nous parle de deuil. Parce que des fois, Pluton, il nous parle de choses qu'on veut pas lâcher, parce qu'on peut pas les lâcher. C'est trop dur. C'est juste trop dur. Et donc, effectivement qu'on s'accroche, effectivement qu'on veut absolument garder l'ancienne situation, effectivement qu'on veut pas s'adapter. Et le bidule, il nous écrase. Voilà, donc aujourd'hui, l'éclipse partielle de Soleil, opposée Pluton, va permettre d'éteindre la lumière de la conscience qui générait l'emprise. D'accord? Et laisser Pluton permettre de faire son travail de transformateur et de régénérateur. Pluton, il fait pareil avec la Lune. Alors la Lune, elle n'est pas en éclipse, mais elle est en nouvelle Lune. Donc le Soleil, on lui a retiré sa lumière. La Lune, elle n'en a pas puisqu'il est en nouvelle lune. Pluton, qui est le roi du ténèbre, il est en face, donc tout le monde est dans la nuit. Boum! C'est arrêt technique, comme on dit dans mon jargon. C'est l'arrêt technique, c'est-à-dire du bâtiment. C'est réglementaire, c'est une fois par an. Alors là, c'est pas réglementaire, mais quelque part, il y a un petit peu de ça, quoi. On va couper le truc et on va essayer d'aller dans toutes les armoires électriques, voir ce qui se passe. Mais là, c'est le cas. C'est-à-dire que le Pluton opposé Lune, la Lune, elle va émettre une intensité émotionnelle et une intensité parfois de culpabilité qui va être énorme. Donc là, on a une nouvelle Lune, Cancer, qui est déjà pas piquée des verres au niveau émotionnel, au niveau du message qu'elle véhicule, etc., qui va en plus prendre, je dirais, une intensité, une sensibilité à fleur de peau, quelque chose, des peurs. Ça génère énormément de peur. D'accord? Malgré tout, Pluton est en Capricorne, donc on va essayer de rester froid par rapport à ça et d'analyser les structures. Malgré tout, la nouvelle lune en Cancer, elle analyse rien du tout, elle prend tout en plein dans le plexus et elle va avoir du mal à relever la tête. D'accord? Donc, on a cette nouvelle lune qui est de la lumière complètement éteinte, qui va douter de l'avenir et qui peut somatiser des problèmes donc qui peuvent être liés au système digestif, qui peuvent être liés au système gynéco, qui peuvent être liés des fois aussi à des enfants. Ou des personnes âgées, ou au lien qu'on a avec sa maman, etc., etc. Il peut y avoir des choses qui sont
très très angoissante. Vous voyez les petits Thaïlandais qui sont en cours d'évacuation, c'est cette énergie-là, d'accord? Parce qu'ils ont été stoppés dans leur grotte, là, par exemple. Donc on a bien cette histoire d'enfermement, on a bien cette histoire de lumière, on a bien cette histoire de vie ou de mort, on a bien cette histoire d'angoisse. Et il y a une solidarité qui se forme justement pour passer outre cette lumière qui s'est éteinte. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, globalement, elle nous donne la possibilité d'aller chercher une vibration au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on éteint la lumière, mais on n'éteint pas la lumière de façon, je dirais, sans rien derrière. Elle est conjointe pratiquement à 5 degrés près à Sirius. Donc Sirius, étoile fixe, surveille, hein, comme au temps du Sphinx. Il surveille qu'on va bien changer de lumière. D'accord? Il surveille qu'on va bien faire notre passage en LED. Donc on va moins consommer, on va moins... Il y a tout ça quoi, qui va se passer et qui va nous permettre de durer plus longtemps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher des domaines normalement d'éclairage qui devraient nous permettre de dissoudre les schémas plus facilement. D'accord? C'est vraiment ça que ça représente. Hein. Donc c'est une sorte, je dirais, d'arrêt technique qui va nous permettre de changer l'éclairage qu'on a sur les choses. D'accord? Cette nouvelle lune, elle est également, il ne faut pas oublier, en Cancer. Donc le Cancer est tout en face du Capricorne. Donc dedans, on se retrouve quand même avec Saturne rétrograde et la lune noire. Donc on garde encore d'anciennes peurs sur d'anciennes structures qui sont encore actives. On a la possibilité d'avoir d'anciennes choses qui se régénèrent, d'anciennes vies, et des blocages qui sont toujours actifs parce que Saturne est toujours là. D'autre part, on ne demande pas la guérison, hein, on demande vraiment de changer de situation, puisque Saturne rétrograde étant carré, Chiron rétrograde, on n'est pas dans une demande de guérison, on est dans une demande de changement. D'accord? Donc on passe bien, on ne change pas le même tube fluo, on passe bien en LED. D'accord? C'est pas... On trouve un message qui va faire évoluer notre éclairage avec le même matériel, on en est vraiment à changer. On est à transformer les choses. Alors dans les autres aspects, on a toujours Mars qui est conjoint nœud sud, donc toujours carré Uranus-Junon, donc toujours d'anciennes relations qui arrivent, mais qui ne sont pas tout à fait bien ressenties par le champ d'information, donc elles sont surtout là pour être soldées, hein, d'autant qu'on a un beau sextile de cette conjonction Mars nœud sud à Chiron, donc on nous demande par contre bien de guérir le relationnel, d'accord? De bien comprendre le message véhiculé par le relationnel pour pouvoir l'amener à autre chose. Le Mars nœud sud étant en Verseau, c'est pas forcément d'anciennes relations uniquement individuelles, ça peut être aussi d'anciens égrégores, d'anciens schémas collectifs qui sont passés au crible. Donc on peut avoir comme en Thaïlande par exemple, des régénérescences de solidarité qui peuvent être testées et remis en fonctionnement par exemple, hein. Ça peut être ça aussi. On a également en face, on a le nœud nord qui est conjoint Pallas, ce qui veut dire qu'on a encore la possibilité d'avoir en Lion, hein. Donc là on se rapproche de cette énergie féminine qui est bien structurée, qui est bien campée sur ses positions, qui est bien dans la découverte de ses droits,
qui va retrouver aussi dans le signe du lion son côté masculin, chaleureux, protecteur, loyal, etc., qui va avec elle et qu'elle va pouvoir donc unifier à elle. Donc on arrive réellement vers, d'autant que c'est en trigone à Chiron, donc on est vraiment là sur une possibilité toujours, comme on voyait Mars nœud sud, de guérison des aspects relationnels, là par dans le nœud nord collectif, donc la destinée collective, une possibilité pour chacun d'équilibrer son côté féminin, et pour les femmes d'équilibrer, ou pas pour les femmes, pour l'autre partie de la population, d'équilibrer son côté donc féminin et masculin. Voilà. Donc ça c'est super important, parce que au milieu de tout ce marasme et des évolutions de Gaïa, n'oublions pas que les énergies aujourd'hui ne sont plus faites pour nous. Elles sont faites essentiellement pour Gaïa. D'accord? On est sur quelque chose qui va nous dire que Gaïa, elle a besoin d'évoluer dans tel, et on va le voir avec ces triangles de terre qu'il y a. Voilà, il y a besoin de monter, de tester. Donc nous, là-dedans, la seule possibilité qu'on ait, effectivement, c'est de traiter notre émotionnel intérieur. C'est ce que nous engage à faire la Lune. Alors, dans ces interactions intéressantes, justement, on a, par rapport à cette nouvelle lune, donc attention aux surréactions qu'on peut avoir, puisqu'on est des éponges émotionnelles, en plus donc de cet équilibre en lion du féminin, on a Mercure qui est aussi en lion. Alors Mercure, il est opposé à Mars, nœud sud aussi, ce qui veut dire donc la chose suivante, ce qui veut dire que, attention, puisqu'il est carré Jupiter aussi en Scorpion, on peut avoir tendance rapidement à se fourvoyer, c'est-à-dire à agir trop vite. Donc, sauf que les conséquences avec un Jupiter, je vous rappelle, qui aura redémarré depuis 2 jours, c'est-à-dire qu'il sera dans des stationnements assez importants, donc un déclencheur de situations possibles. Je vous mettrai en dessous les articles à ce sujet de Lune-Soleil, ou ces vidéos, hein, Françoise, que j'apprécie particulièrement, moi. Et donc, il va y avoir la possibilité d'aller chercher, je dirais, il faut aller absolument relativiser le truc. Sinon, on va avoir tendance à se précipiter parce qu'on aura vu un détail, une évidence, un machin qu'on pensera être top. Et en fait, on va avoir des conséquences qui seront hyper lourdes derrière. D'accord? Parce que Jupiter qui va commencer à stationner en Scorpion dans l'autre sens, carré Mercure, ça veut dire qu'on n'aura rien vu. C'est l'effet papillon assuré. Hein. C'est vraiment... le truc, on aura l'impression d'avoir fait un micro-truc, puis derrière, on se retrouve avec une soucoupe volante qui atterrit. Hein, donc, cool. Alors, un des aspects super importants qu'on a dans cette nouvelle lune, hormis évidemment cette éclipse opposée Pluton, c'est un triangle de terre. Alors, qu'est-ce que j'entends par un triangle de terre? Eh bien, j'entends des trigones qui rejoignent des planètes en taureau, Capricorne et Vierge. Alors, les planètes situées en taureau ne sont autres que Uranus conjoint Junon, c'est-à-dire qu'on nous propose toujours une vibration test idéale pour la nouvelle Terre. Donc, je pense que Gaïa, c'est son programme à elle. Elle a pour objectif de tester, de pouvoir, en tout cas de programmer sa vibration idéale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de super important, parce que ça veut dire que sa vibration cible à elle est disponible à présent dans le champ d'information. Donc ça veut dire que pour ceux qui savent aller la chercher, elle va être décortiquée, elle va être expliquée, les différentes étapes qui sont programmées vont être expliquées. Donc, certains d'entre nous vont avoir accès, puisqu'on est tous paramétrés avec des trucs un peu différents, donc je pense que certains d'entre nous vont avoir accès à ce champ d'information, ce qui va être super intéressant. Parce que quand on y pense, on a tous des infos différentes, mais ça nous aiderait que ceux qui ont accès à ces informations concernant la vibration cible de Gaïa, ils nous fassent quelques vidéos, ils nous disent quelques trucs
qu'on puisse nous aussi pouvoir commencer à s'aligner. Donc de cette tête de triangle partent deux trigones, d'un côté un trigone vers Saturne en Capricorne, qui nous explique que finalement on a cette vibration est disponible dans le champ d'information, et donc on pourrait, certains d'entre nous, y avoir accès via cette position de Saturne en Capricorne, mais que globalement, Saturne étant rétrograde, il y a quand même des chances qu'on fasse de la résistance et qu'on ne l'intègre pas comme il faudrait. D'accord? Malgré tout, c'est disponible et transférable ici. C'est ça que ça veut dire. Et de l'autre côté, on a un Uranus qui va tester l'alliance Vénus-Cérès en Vierge. Donc Vénus-Cérès en Vierge, on est d'accord. Je vous rappelle que le premier triangle d'eau, il était fermé à l'origine par Vénus en Cancer. D'accord, il y a quelques semaines, avant qu'on ait tout ce bordel là. Et donc là, à nouveau, Vénus va fermer ce triangle de Terre, cette fois-ci. Donc, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, on change complètement d'énergie. Aujourd'hui, ce qui va être testé, mais on n'abandonne pas, hein, parce que là, on voit que le triangle d'eau, il est en décroissance. Il reste le triangle, le côté trigone Neptune-Jupiter, d'accord. Jupiter est encore pas loin d'être trigone aussi à la nouvelle lune. Donc on a encore des choses hein, qui sont de nature à pouvoir finir ce triangle d'eau qui est en décroissance. Maintenant, on rentre dans une apogée, dans un commencement de test, c'est-à-dire que cette test vibratoire va être Vénus-Cérès en Vierge, il va être testé. Cette vibration idéale va être testée dans des micro-bouts, des micro-coins. On voit que c'est un petit peu sur le modèle frappe chirurgicale. On est sur... clac, on décide que ça va aller éliminer telle et telle chose. On décide qu'on va aller pointer là. On décide qu'on va aller faire ça, etc. Et donc là, en fait, on a une ascension vibratoire de programmée, mais pas diffusée. Elle va être diffusée que dans certaines zones. Et on voit bien que l'alliance de Vénus et de Cérès en Vierge, ça dit bien que le souhait, c'est de récolter. Et que Gaïa compte récolter un certain nombre de choses en mettant en place tout ça. Alors, après ça, le trigone de Vénus-Cérès finalement à Saturne nous indique que voilà, il y a quand même des impacts chez nous de ce test qui pourraient faire que nous, on a des blocages par rapport à ça. Hein. Ça ne va pas forcément passer super facile, d'autant qu'on voit qu'il y a un lien quand même entre ce triangle de terre et ce triangle d'eau, puisque cette alliance est opposée à Nessus et presque Neptune un peu plus loin, très large, mais en poisson, ce qui veut dire que les fins de répercussion du triangle d'eau peuvent accentuer les essais-tests sur le triangle de terre. Vous voyez, on peut avoir un truc finalement qui n'était pas forcément super prévu, mais qui se corrèle. Qui s'embraye voilà, dans cette histoire de test, même si au démarrage il y a une espèce de douceur entre Vénus et Saturne qui essaie de programmer, ça reste quand même une douceur un peu fraîche, hein, parce que de signe de terre et la Vierge, c'est pas non plus... voilà, c'est une douceur mesurée, on va dire, comptabilisée, donc on est bien sur du test par points, qui ne sera pas du test généralisé. Donc là, on est sur... c'est comme s'il y avait des ponts qui étaient construits, en fait, et qui nous amenaient par endroits bien ciblés une hausse des vibrations, une mise en place des vibrations idéales de Gaïa. Donc après, pour déterminer des points de récolte, hein, possible. Donc,
attention de voir les choses comme elles se présentent sur ces nouveaux triangles de terre qui se mettent en place là maintenant. Voilà, donc ça c'était les aspects généraux enfin qui sont valables partout, hein, de cette nouvelle lune. Alors, pour ce qui est des aspects spécifiques, d'abord je vais prendre le GMT plus 2 puisque c'est Paris, je suis à Paris, donc c'est l'ascendant Cancer. Ascendant Cancer qui est à 4 degrés 17, donc qui se met justement à avoir la lunaison entre la maison 2 et la maison 8. Donc ça accentue encore bien évidemment le caractère de transformation par rapport au matériel, voyez-vous. Là, il y a vraiment quelque chose dans ce GMT plus 2 où on va nous demander réellement de travailler nos possessions, notre patrimoine, notre lien à l'argent, à ce qu'on a, etc. Parce qu'on nous demande vraiment il y a des chances pour que les choses soient assez largement remises en cause. Donc, alors, on est d'accord, hein, pas tout de suite, les éclipses, c'est toujours ça, c'est toujours par 2 ans. Donc, voyons voir ce qui se passe d'ici 2020, d'accord ? Voilà, c'est comme ça que ça se compte. L'aspect familial est exactement aussi très marqué au niveau de la Terre, de triangle de Terre, puisque la conjonction Vénus-Cérès est située juste sur la cuspide de la maison 4 en Vierge, d'accord ? Ce qui nous donne aussi au niveau professionnel un Neptune en 10, donc des objectifs et de la politique flous, des stratégies politiques extrêmement floues. On est habitué ici, mais je pense que les choses ne vont pas en s'arrangeant, d'autant que Saturne est au descendant rétrograde et que il est clairement opposé, enfin carré Chiron en Bélier, que notre Mars, il est toujours en maison 9, donc lui, il veut aménager les choses, il veut qu'il y ait de la parole qui soit libérée, il veut que ça s'arrange, mais voilà, on est sur quelque chose de collectif. Le Uranus, Junon propose une vision collective idéale, hein, propose une construction idéale collective. Donc, sous quelle forme, je ne sais pas, peut-être qu'on va gagner la Coupe du Monde. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de choses collectives, idéales, structurées et constructives qui sont testées. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Le GMT plus 1, donc on a Jérusalem. Alors Jérusalem, pourquoi ? Parce que déjà, je vous avais parlé de la Jérusalem céleste. On sait que Trump ayant bougé mis son ambassade à Jérusalem, il y a une histoire de construction du 3e temple. On sait que le 3e temple est associé à plein de valeurs particulières dans l'Apocalypse. Le GMT plus 1, lui, donc si Paris GMT plus 2 n'était pas directement associé je dirais à cette nouvelle lune, bien Jérusalem, l'ascendant est exactement à 20 degrés 37. Donc exactement sur la nouvelle lune. Donc il y a un degré important de transformation, de modification, et surtout cette histoire de lumière qui s'éteint au-dessus de Jérusalem. Il y a quelque chose quand même de symbolique assez fort qui demande vraiment après une réflexion qui va nous entraîner certainement vers d'autres choses après. Hein, d'accord, là on est vraiment sur l'amorce, on tape dans quelque chose, on ouvre la porte, on ira voir ensuite au cours de ces prochaines lunes, mais là clairement
il y a une assemblage entre le fait qu'on éteigne et le fait qu'on rallume sur certaines villes notamment. On est à GMT plus 4. Ouais, c'est ça. GMT plus 4. Donc on est sur, pareil, hein, le 17 Saint-Denis de la Réunion. Donc un 17 degrés 42 minutes Cancer. On va devoir travailler sur cette nouvelle lune de façon assez forte avec des transformations. On attend beaucoup de transformations au niveau individuel, au niveau du couple, au niveau des contrats, au niveau de tout ce qui est collectif de l'autre, hein, des comportements vis-à-vis d'autrui. Attention, il y a beaucoup de tensions qui peut être amenées, beaucoup de choses qui doivent être expliquées, notamment sur le patrimoine, sur voilà, les paroles. Alors Mercure opposé Mars, je vous explique pas, les paroles ça peut être horrible quoi. Ça peut être de la guérilla, ça peut être des choses super moches, etc., etc. Bon, c'est pas valable que pour la Réunion, hein, c'est valable pour tout le monde. Donc à retenir, vraiment essayer de faire les choses le plus calmement possible. Je sais que Saturne étant rétrograde, c'est difficile d'aller chercher cette énergie constructive de calme, mais pourtant, il faut garder son sang-froid. Là encore, Uranus va aller taper très fort pour pouvoir montrer son objectif principal, et donc il y aura des choses qui sont très liées à la terre, qui sont très liées à l'eau et à l'émotionnel. Vraiment très fort, très fort, très fort. Alors, pour ma copine Catherine en Tunisie, c'est exactement la même chose, sauf que l'ascendant, lui, il est en 1 degré 38 Cancer, donc on a, je dirais, la valeur du patrimoine, la valeur de ce qu'on a, la valeur des biens, la valeur des dons aussi à réfléchir. Donc il faut absolument réfléchir sur nos dons, sur ce qu'on le recevoir aussi, hein. Donner, recevoir, enfin cette histoire de boucle de 8, hein, qui ne doit pas rester figé au point central. Un 8 n'est jamais figé, un 8 est toujours en mouvement. C'est une énergie qui n'est pas stable. C'est une énergie de flux respiratoire, de pulsation de vie. Attention, hein, il y a beaucoup de... en numéro, il y a beaucoup de choses, de numéros, de chiffres, de nombres, qui finalement ont besoin de stabilité, qui ont besoin qu'on trouve un point d'équilibre quelque part. Le 8, le point central, lui sert souvent de blocage entre la boucle du bas et la boucle du haut. C'est-à-dire que quand on est dans le haut, on n'arrive pas à descendre en bas, c'est-à-dire que le pouvoir spirituel, entre guillemets, n'arrive pas à arriver au matériel, et quand on est dans le matériel, on n'arrive pas à passer au spirituel. Mais ça, c'est juste parce qu'on a un point qui bloque, hein. Et la vérité, c'est que le travail du recevoir et du donner doit être important chez le 8, hein, de même que c'est surtout la justesse et la cohérence de ses propos, pour activer et que le 8 se bascule et qui se transforme en infini. Mais l'infini ne s'arrête jamais au point. Ce qui s'arrête au point, c'est le karma du 8. Mais sinon, le 8, il est en Lemnis 4 et il est permanent. C'est une espèce de pulsation, de respiration de l'univers. Et donc, il ne s'arrête jamais. Donc, si vous êtes 8 et que vous comptez arrêter quelque chose et travailler sur un truc stable, arrêtez, c'est pas la peine. Vous allez générer encore d'autres problèmes et vous allez dire mais ça se termine jamais, j'arrive pas, il y a toujours d'autres trucs. Oui, parce qu'en fait le but c'est toujours d'être en mouvement. C'est cette pulsation. Vous êtes dans la pulsation de vie de l'univers. Donc si vous essayez d'imprimer votre rythme, c'est pas la peine. C'est le rythme de l'univers qu'il faut imprimer chez vous. Voilà, bon, c'est une petite digression encore, vous avez l'habitude. Alors, j'ai cherché l'Australie et plutôt l'île de Pâques. Je sais pas pourquoi.
J'avais envie. Donc on est à plus 6. Comment dire? Et là, d'un seul coup, on se retrouve, et c'est ça qui m'a paru bizarre, donc avec un ascendant à 27 degrés 49 vierge, on s'est retrouvé avec finalement la nouvelle lune pile poil sur la cuspide de maison 11 et 5, c'est-à-dire une espèce de devoir de transformation finalement de ce qui est notre enfance, de ce qui est notre collectif, de ce qui fait notre individu. Donc retransformer finalement le mode enfant pour que on reste au mode d'enfant et que y ait cet aspect créatif, cet aspect sentiment qui vienne au-delà de l'aspect émotionnel, que l'émotion ne bouffe pas ce qui est sentiment en fait. On peut aimer les gens sans ressentir d'émotions désagréables, sans colère, sans haine, sans... Voilà. On peut juste les aimer. Et c'est ce que là, finalement, ça nous fait ressortir. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, le Chiron qui apparaît ici, il apparaît en cuspide de maison 7. Donc, il nous dit, bah voilà, moi, je vous offre la guérison de tout ça, quoi. Et là, par contre, Vénus et Pallas qui ferme ce triangle. Alors ce triangle, il apparaît de terre. Il apparaît entre les cuspides 8, 4, et puis pas la cuspide, mais 12, où est Vénus. Donc il y a vraiment une espèce de recherche d'énergie lointaine. C'est comme si on allait chercher dans cette île cette énergie qui avait déjà, comme si elle avait déjà existé, et qu'on allait la chercher pour la remonter en fait. C'est assez... voilà, c'est ce que ça m'a... pourtant, je ne sais pas pourquoi je suis allée chercher ce truc. Nouméa, donc, est mon GMT plus 9. Donc, plus 11. Non, GMT plus 11. C'est plus 9 par rapport à Paris. Donc on est sur de l'ascendant 29 degrés 57 Scorpion. Donc ce qui nous fait un Jupiter qui est encore en maison 12. Une lunaison qui est en maison 9. Donc clairement elle est là pour l'évolution. Hein. Clairement elle est là, elle tape dans le dur pour communiquer. Pluton se retrouve en maison 3, donc il y a une communication sur les structures qui est demandée. Il y a le nœud nord se retrouve en Lion en 9 avec la lunaison. Donc on est sur quelque chose qui doit être communiqué, qui doit être avancé, qui doit être... donc je dirais qu'il y a une espèce de cette nouvelle lune, elle va propulser ces îles dans la nouveauté avant nous. D'accord, elles vont être finalement quelque part dans un quotidien idéal de Gaïa avant nous. Voilà, la vibration, par exemple, teste que du quotidien, elle est là-dedans. Elle est dans ces îles-là. Elle est sur ce faisceau 11, là. D'accord? Il va y avoir des tests à ce niveau-là. Donc, on va voir ce qui peut être généré comme test. Tahiti. Donc là, évidemment, on est rebasculé de l'autre côté. Hein. Donc là, on est sur tout ce faisceau horaire-là. Donc on est sur du moins 10, moins 12. L'ascendant est en Capricorne, donc 10 degrés 07, donc conjoint à Saturne. Donc on est sur une autre partie de notre triangle de terre. Donc je vous dis que c'est intéressant les îles, parce que les îles, elles sont toutes... c'est les ponts qui servent à Gaïa à piquer son
finalement sont ses vibrations idéales. D'accord? Et donc là, on voit que Jupiter est en 11, carré Mercure en 8, il va y avoir des choses un peu contradictoires. C'est comme si, dans ce fuseau horaire-là, il y avait des choses qui se passaient et dont les États prenaient des décisions qui étaient complètement contraires à la bonne marche des choses, au secours des choses. Donc surtout s'il se passe des choses, attention, analysez bien les consignes. Si le truc qu'on vous demande est débile, ne le faites pas. D'accord? Parce que là, on se retrouve à avoir une configuration qui peut donner du flou, qui peut donner quelque chose qui va aller, je dirais, qui sera non maîtrisé, qui sera agressif, qui sera par rapport au bien notamment, qui ne sera pas forcément sécurisé, qui ne sera pas forcément... voilà, on a ce genre de choses qui me paraît être un petit peu... voilà, pas forcément très clean. Donc à surveiller. Québec, donc Québec, et tout son fuseau horaire, donc de -6 en général. Donc là, on se retrouve, c'est pas fini, avec la fin de notre triangle d'eau, puisqu'on a 12 degrés 55 Poisson conjoint Neptune. Je vous rappelle que c'est la fin du triangle d'eau Neptune-Jupiter. Donc on va avoir une espèce de relance aussi de Jupiter. Donc il est possible qu'il se passe des choses dans cette zone-là au Canada. Attention à l'eau, attention aux manifestations, toutes les manifestations liées à l'eau. Voilà. Et en plus, comme de par hasard, vous pouvez voir sur la carte qu'il y a une espèce de saut de Salomon au milieu, c'est-à-dire que vous avez un triangle de terre qui se double d'un triangle d'eau. Donc attention à ce qui se passe ici, ça peut être très intéressant. Alors intéressant, voilà, parce que on est sur quelque chose de très sensible, mais je pense que voilà, on a une espèce de saut de Salomon ici, qui n'est certainement pas là pour rien. Donc à surveiller pour la prochaine fois de ce que ça va nous attirer. La Martinique, maintenant, on est sur du -4, donc on est sur du 1 degré 58 Bélier, sur du Chiron, donc un ascendant conjoint Chiron, avec un Neptune en 12. Là aussi, encore partout, là, ce saut de Salomon en ce moment de l'éclipse. On est sur de la transformation, on nous demande de la guérison au niveau de l'île. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à aller chercher au niveau d'une nouvelle mise en forme de la stabilité, d'une nouvelle mise en forme de la lignée, d'une nouvelle mise en forme de la place qu'on se donne. Tout ça, c'est évidemment pas forcément simple au démarrage parce que Neptune en 12 en Poisson va flouter les impressions, et notamment les impressions qui viennent des émotions. Et là où je vous disais qu'il y a tout intérêt à pouvoir diminuer l'intensité émotionnelle pour pouvoir cogiter, eh bien c'est exactement ce que ça dit. Neptune rétrograde va vouloir monter encore l'intensité pour pouvoir aller chercher les choses encore plus loin et surtout mettre la pression pour qu'on soit vraiment acculé à aller chercher la solution. Ne pas précipiter les choses, ne pas les exploser non plus, surtout quand elles concernent plusieurs personnes et quelqu'un d'autre que nous. Donc vraiment aller chercher ces triangles d'eau et de terre qui vont nous permettre de nous stabiliser et d'évacuer les émotions qu'il y a en surnombre à défaut de pouvoir les traiter correctement. Voilà, donc ça c'était... je regarde si j'en ai d'autres, parce que comme j'ai pas eu le temps d'imprimer, j'en ai partout. La numéro... Voilà, la numéro. Alors la numéro, quand on compte 1 plus 3 plus 7 plus 2 plus 1 plus 8, qui est la date du 13 juillet 2018, on tombe sur 2 fois 11, donc on tombe sur 22. Puis je ne sais pas pourquoi ça ne me parlait pas. Donc, je l'ai fait par réduction, ce qui donne 13.
D'autant que le 13 est déjà porté dans la date. Le 13, c'est intéressant parce qu'on vient d'évoquer une nouvelle lune qui est globalement une absence de la lumière actuelle. Le 13, c'est l'arcane sans nom, d'accord? Lui, c'est pareil, hein? C'est l'arcane du changement radical, c'est l'arcane de l'identité où on enlève tout ce qui est en surplus. Le 13, c'est le nombre du détachement des choses matérielles. Donc un petit peu comme cette valeur de l'éclipse par rapport au Pluton qu'on nous demande. Le 13, l'arcane sans nom, donc un peu à la Voldemort, c'est celui dont on ne dit pas le nom. Il coupe avec le passé. Mais en fait, il y a quelque chose de particulier dans cet arcane, c'est-à-dire que on n'est pas moteur de cette action de changement. Cette action de changement vient de l'extérieur et finalement, il y a une espèce de... Même si on est à la limite au démarrage initiateur du bidule, on va la subir. Elle va se montrer beaucoup plus grande que nous, elle va se montrer quelque chose qui finalement... on ne va pas maîtriser. Donc il y a une espèce de fin symbolique des choses, il y a aussi une espèce de dynamique de libération, il y a une dynamique de transformation, donc mort et résurrection, hein, globalement un petit peu comme l'éclipse, d'accord, et quelque part, elle porte en elle différentes choses, cet arcane. D'abord, on voit, sur la carte, on voit qu'il y a une espèce de grande... La terre est noire, donc une notion de brûler, et une notion donc voilà de choses un peu stériles et qui a subi des dommages. Ensuite, on a des végétaux dedans qui sont des végétaux jaunes et verts qui repoussent. Donc il y a des graines qui étaient déjà là, d'accord. Elle regarde à droite et puis elle a elle est surprise en pleine action, si j'ose dire. C'est qu'elle regarde à droite et elle va faucher quelque chose. Quand on voit la position du faucheur que vous voyez dans la carte, en fait, clairement, pour ceux qui ont déjà tenu une faux une fois dans leur vie, on tire la faux comme ça et on va aller chercher à faucher ce qui est devant nous. D'accord? Donc, on regarde à droite, effectivement, puisque la faux va aller chercher au-delà de notre bras. Donc, on va faucher les choses. Ce qui a été fauché, finalement, il y a 2 têtes par terre. Il y a 2 têtes, il y en a une qui est couronnée. Donc, on est bien face à une mort symbolique qui dit aussi, de toute façon, je ne m'occupe pas de vos biens matériels, qui que ce soit, de toute façon, vous aurez le même traitement. Globalement, c'est un petit peu ça que ça veut dire. On est sur une image un petit peu austère, un petit peu trash d'un squelette, d'accord, puisque c'est une apparence physique qui fait contraste avec les têtes qu'on a, parce que les têtes, elles couronnent, il y a encore de la chair sur les têtes, mais le squelette, lui, il se débarrasse des illusions, il se débarrasse de quelque chose finalement qui est lié à une apparence, une belle image, à l'apparence physique. Donc son squelette est maltraité, son image est maltraitée, et c'est à ce titre-là qu'il exprime l'identité. C'est-à-dire qu'en n'étant plus rien au niveau de son image physique, il devient quelqu'un, il rejoint, finalement, il sauve son âme finalement, en diminuant son apparence physique, c'est-à-dire en se séparant des illusions, en se séparant de la présence du superflu. Voilà, il y a une espèce de recherche de sens dans cet arcane-là, de vérité intérieure,
d'urgence intérieure, de choses essentielles. On est obligé de passer au crible tout un tas de choses et de garder voilà, que l'essentiel, qu'une notion d'intérêt, de survie en fait, hein, de vie de ce qui doit vivre. D'accord? Alors, cette couleur jaune qu'on voit notamment dans ces herbes, en fait, c'est les herbes qui... les vertes, c'est celles qui sont déjà en train de pousser, mais les jaunes, c'est celles qui sont la vie énergétique, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la vie en devenir, c'est cette transformation qui va aboutir à quelque chose de foisonnant derrière. Alors évidemment, la faux, elle est rouge, hein, parce qu'on est d'accord, on va faucher, c'est la couleur du sang, de l'action, c'est l'énergie vitale, le matériel, dans la nature, ça va être aussi le côté lave, ça va être aussi le côté rouge, incandescent des choses. D'accord? Donc, le 13 aussi, c'est cette impression de fin de cycle, de terminaison, de coupure automatique, de libération. Donc on va aller sur des coupures de liens relationnels, des connexions avec... puisque cet arcane, il est quand même noir, c'est ce qui m'a fait penser aussi, c'est pour ça que je l'ai repris là, c'est ce qui m'a fait penser à l'éclipse, c'est ce qui m'a fait penser à Pluton. Il y a un côté j'éteins la lumière aussi, qui est pour reconstruire, pour transformer, pour modifier, pour donner quelque chose de nouveau, pour aussi aller chercher des schémas dans l'inconscient, donc les blessures dont on parlait tout à l'heure, par exemple, pour pouvoir les couper, pour pouvoir ne plus leur laisser la possibilité de nous empoisonner l'existence. Donc voilà, c'est ce genre de choses que cette énergie aussi de date, en plus de nouvelle lune, véhicule. Alors le 13, côté lettre hébraïque, c'est même. Et même, c'est l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai aussi tilté là-dessus. C'est son rapport avec l'eau, puisque Tav, c'est le 22. Même c'est la grande mer, c'est le lien aussi à la mer, d'où son lien encore plus avec notre nouvelle lune en cancer. Ça symbolise aussi le ventre. On est dans le bleu, toujours le bleu de Neptune et de notre triangle d'eau. On est et donc sur le symbole d'une renaissance, hein, on est sur un symbole de matérialisation de notre énergie, des énergies de la lignée par le ventre, hein, donc des énergies qui nous lient à notre mère, et donc en fait on est lié à notre reconnexion simultanée avec ces questionnements familiaux sur mais au fait, quel est notre essentiel d'âme, de famille d'âme, et de pouvoir nous reconnecter avec eux. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un symbole de retour intérieur, puisque donc même est composé de Mi et Aïm, donc les deux reflets qui, voilà, il y en a un au-dessus et un en dessous, donc c'est l'eau qui se regarde et qui finalement chaque fois qu'il ouvre une question va pouvoir solder sa question avec une nouvelle question. Donc c'est vraiment le symbole de l'introspection sans fin pour pouvoir finalement générer une espèce de boucle de vie et d'introspection qui va amener finalement à l'essentiel. D'accord ? Même m'a interpellée aussi par sa valeur 40. Suite à l'eau, on était en droit de se demander si c'était pas les 40 jours du déluge, les 40 nuits. Et en fait 40, ça correspond, c'est intéressant parce que ça correspond à une espèce de valeur de génération. C'est une valeur d'attente. On voit bien que la quarantaine, on va attendre quelque chose, on ne sait pas bien quoi, on va attendre de savoir si on est malade. Mais il y a une histoire d'épreuve qui est associée à ce 40. Il y a une notion des 40
Pas Alibaba et les 40 voleurs, hein, mais on va avoir les 40 jours de Moïse pour recevoir l'étape de la loi, le 40 ans du règne de David et de Salomon, les 40 jours du carême avant Pâques, et puis ben voilà, qui sont issus des 40 jours de diète au désert du Jésus. Bouddha aussi, on n'en parle jamais, mais Bouddha a fait un jeûne de 40 jours. Je sais pas comment ils font, c'est un truc... Bon bref. Jésus reçoit 40 coups de fouet, je crois. Il est présenté au temple donc de Jérusalem, et ça c'est important, on est rebasculé sur Jérusalem. Il est présenté au temple à 40 jours, je crois. Et puis un truc qui, moi, voilà, que j'ai toujours trouvé important, je sais pas pourquoi, mais le livre des morts égyptiens indique toujours, enfin oui, ça fait un moment qu'il indique, que le corps mettrait 40 jours pour l'âme met, je vais y arriver, l'âme met 40 jours pour se séparer énergétiquement du corps complètement, après la mort, bien évidemment. Et donc, voilà, il y a cette notion en fait d'attente qui finalement qui précède ou qui suit un point, une épreuve, un truc. Alors, dans les occurrences, j'ai trouvé des infos là-dessus. Le nombre 40 est donné 98 fois dans la Bible. 40 revient 5 fois dans le Coran. Parmi donc les 365 nombres différents retrouvés dans la Bible, 40 sont retranscrits sous leur forme ordinale, c'est-à-dire dans leur rang. D'accord ? Donc 13 se retrouvent à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. D'accord ? Le terme de ville de David, c'est-à-dire encore Jérusalem, apparaît 40 fois dans l'Ancien Testament et le verbe renier 40 fois dans la Bible. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça, j'en sais pas bien, mais bon, voilà, c'était marrant, j'ai trouvé. Alors, même dans le Zohar, même en fait, c'est l'initiale du mot roi, donc du mot Mélec. Et en fait, quand le même vient voir le Saint béni soit-il, il lui dit comme je te propose que tu me prennes moi pour présider la création du monde, parce que globalement je suis l'initiale du mot Mélec, donc sans moi, puisque il y a cette royauté dans la Bible. On cherche à ce que Dieu redevienne roi, en fait. Il y a cette royauté intérieure que nous, on doit récupérer pour pouvoir accéder à des stades supérieurs. Et puis, il y a cette royauté que Dieu doit aussi récupérer quelque part. Et donc, même lui dit, moi, je suis l'initiale de ce que tu es. Donc, sans moi, tu ne le seras plus si tu me jettes. Donc, globalement, je te propose que ce soit moi. Donc il n'y a pas de suite à ça, bien évidemment, mais il y a quand même une ouverture, puisqu'on sait que l'initiale, dans des mots en hébreu, finalement constitue la chose. C'est un peu pareil en numéro, finalement, quand vous réfléchissez. Quand vous regardez l'initiale de votre prénom, par exemple, il est souvent... au niveau de son numéro, très représentatif de ce que vous êtes. Vraiment, c'est pour ça qu'en numéro, on associe souvent les initiales du nom et du prénom. Et ça donne finalement un autre nombre, un nombre qui va vous caractériser au niveau de son énergétique. Mais rien que le nom, l'initiale de votre nom et l'initiale de votre prénom, sans faire l'addition des deux, va caractériser globalement, va vous donner des informations sur ce que vous êtes profondément.
Moi, mon initiale B va aller vraiment chercher la réceptivité, va aller chercher l'effet maison, l'effet protection, l'effet réceptivité de la papesse. Et ça me convient bien. Et voilà, il y a des choses comme ça, on voit un certain nombre de... Et en hébreu, c'est pareil, c'est-à-dire que l'initiale des mots constitue finalement l'essence du mot. Et ça, voilà, le Zohar est un petit peu bâti là-dessus, avec des assimilations en disant bah, moi je suis l'initiale de ça, moi je suis l'initiale de ça, mais mis bout à bout ça donne ça, et donc peut-être que c'est moins bien. Donc voilà. L'idée, c'est de finalement, un petit peu sur cette lettre même, de retrouver notre royauté interne et de pouvoir finalement basculer sur une espèce de plus grande autonomie que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, après avoir réallumé la lumière, peut-être. Alors maintenant, ça c'est numéro fin. Donc, bon ça va, je suis pas trop en retard. Le triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman, il est utilisé tout le temps, dans toutes les relations. Le triangle de Karpman, donc il a servi de base à un outil, alors souvent il s'appelle le triangle dramatique, c'est un outil psychologique qui a été inventé par Karpman. C'est vieux, hein, c'est les années 60, c'est une des bases de l'analyse transactionnelle en psychologie. Et il a décrit, le gars, 3 grands rôles dans les relations. Il y a la victime, il y a le sauveur et il y a le bourreau ou le persécuteur. Bon. Alors, chacun de nous, tout le monde y est passé, joue un des 3 rôles dans une relation. On ne peut jamais être 2 à jouer le même rôle. Donc on bascule. Il n'y a jamais un rôle de fixe. D'accord ? Donc on a une victime qui peut se plaindre, qui peut demander des choses, qui subit des choses horribles, qui s'apitoie, qui essaye de trouver qui essaye en tout cas de trouver des choses pour pouvoir avoir un sauveur. Mais si elle a un sauveur, c'est qu'elle a un bourreau, c'est que quelqu'un lui a fait du mal, quelqu'un ou quelque chose. Soyons clairs, il n'y a pas que des gens qui sont des bourreaux, il peut y avoir des choses... on peut tous accuser, trouver des excuses, parce que c'est ça, hein, le persécuteur, c'est l'excuse qu'on va trouver pour ne pas faire les choses. Donc, les rôles n'étant pas fixés, on a un intérêt à utiliser une des 3 positions. Alors, il y a des gens qui ont un intérêt logique à être victimes, parce qu'ils prennent jamais aucune responsabilité de ce qui leur arrive, ou alors ils n'ont pas envie de changer, et ils sont satisfaits finalement quelque part, ils ont trop peur de changer, et donc là on rebascule sur les blessures. Donc ils sont atteints de quoi finalement? Est-ce que c'est une blessure de rejet, de dépendant, d'abandon, d'humiliation? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de bouger? D'accord? Et donc finalement ils vont avoir besoin de s'attirer un sauveur. D'accord? Le sauveur, lui, il ne cherche pas vraiment à aider la victime, il a juste un besoin de reconnaissance. Il a besoin d'un besoin de reconnaissance et il n'a surtout pas besoin de penser à ses propres problèmes. Et le persécuteur, lui, globalement, ça l'emmerde, donc il est là à mettre des limites partout parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, il ne veut surtout pas qu'on lui demande des choses, il ne veut surtout pas qu'on lui fasse, vraiment, et il veut que tout le monde reste à distance. D'accord ? Donc, finalement, chacun dans ce triangle relationnel joue un rôle. Et quand quelqu'un rentre de nouveau, il va prendre une position. Et donc, forcément, aucune des 3 relations ne sera vraie. C'est-à-dire qu'à chaque moment, si on continue à rester dans le truc de victime, on va jouer le rôle de la victime, on va jouer le rôle de celui qui sauve, on va jouer... Mais à aucun moment, on entre en relation avec ce qu'on est réellement. La victime, elle va forcément attirer l'attention sur elle, elle va essayer de se trouver un sauveur, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin, ça peut être juste que j'ai une peur panique de travailler, je suis une femme, je vais forcément, mon idéal, ça va être de me marier.
Je dis des conneries, hein, je n'ai rien contre ça. Simplement, voilà, ça rentre dans ce schéma. Voilà. Quand on est victime, on souhaite attirer la compassion, on souhaite pouvoir, je dirais, alors la victime, elle manipule beaucoup, donc il y a des moments où même elle va abuser. Et elle va abuser de gens qui vont avoir du mal à mettre des limites, donc qui vont être victimes eux-mêmes de blessures, d'humiliation, de choses comme ça, ou d'injustice. Et donc, elle va se plaindre. Elle va se plaindre parce qu'elle estime que compte tenu de ce qu'elle a vécu, elle a le droit de se plaindre. Donc, effectivement, les gens vont vivre des trucs, ils vont dire, bah oui, mais t'as vu ce que j'ai vécu quand même, mais dis donc, tu ne peux même pas imaginer à quel point ça me fait mal. Peut-être que je peux imaginer, donc t'en sais rien, mais elle n'a même pas envie que vous lui discutiez. Le truc, ce qu'elle veut, c'est de la compassion, c'est de l'aide, donc elle n'est pas ouverte à la discussion. Et de même que si vous commencez à tenir un discours en lui disant, bon, il te manque quoi, qu'est-ce que je peux faire? Donc déjà, vous prenez une mauvaise position, vous posez dans le truc du sauveur. Bon. Mais en admettant, qu'est-ce que je peux faire pour que tu comprennes ce qu'il faudrait que tu fasses pour pouvoir sortir de là? Ah, mais elle n'a pas du tout envie. C'est soit vous la prenez, et ce qu'elle veut, c'est être prise en charge. D'accord? Elle ne veut pas du tout reconnaître ses responsabilités. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de lui dire, là, tu peux... Vas-y, je pense que là, tu n'as peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Moi, je verrais ça, ça et ça. Est-ce que tu veux que je t'aide à faire ça, ça et ça? Donc, vous l'accompagnez. Donc là, vous n'êtes plus dans le sauveur, vous n'êtes plus dans... Ah ben non. Et vous allez voir que même si vous allez faire des choses, elle va vous saboter ce que vous êtes en train de faire. De même que elle va essayer de trouver quelqu'un qui lui a fait du mal, parce que c'est plus pratique. Ah oui, mais tu te rends compte, j'ai reçu ça, alors moi j'étais malade, et comme j'ai été malade, moi je fais tout bien, j'ai fait de mon mieux, je me suis donné du mal, etc. Mais ça marche jamais, j'ai pas de chance, personne n'est content, mais pour vous c'est plus facile. Déjà là, oups, il y a un truc de manipulation où on me dit, bon bah déjà, moi je suis la victime, donc toi, j'aimerais bien que tu sois sauveur quand même, parce que tu ne peux pas te poser en victime. Si vous essayez de dire, oh, ouais ben moi là je suis désolée mais je suis complètement HS, etc., elle va arrêter, il va y avoir une fin de communication, parce que là d'un seul coup vous allez devenir quelqu'un de pas intéressant. D'accord? La victime veut être prise en charge dans sa globalité. Elle ne veut pas que vous lui indiquiez comment faire pour se prendre en charge. D'accord? Elle, ce qu'elle a besoin de faire, c'est de trouver quelqu'un qui va assurer son mode de subsistance, son mode une espèce de continuité dans sa zone de confort. D'accord? Donc elle va, si vous lui sortez une excuse qui vous dit mais attends, tu peux faire autrement, elle va vous en sortir une autre. Voilà. Il peut y avoir des gens qui s'occupent d'autres gens, des personnes âgées qui disent ou de chiens, mais moi je peux pas venir parce que tu comprends, je peux pas laisser mon chien, je peux pas laisser mon chien, voilà. En réalité, ça veut dire j'ai pas envie de venir. Ça veut dire voilà, c'est ton truc m'emmerde, j'ai pas envie de venir. Mais voilà, il y a toujours des excuses pour justifier le problème, et on se met une forme d'inertie de victime, voilà. Donc en fait, la victime, elle va continuer là-dedans jusqu'à ce qu'elle ait trouvé quelqu'un qui va pouvoir la prendre en charge complètement, d'accord? Et quelqu'un qui va peut-être alterner de position, hein, parce qu'une fois qu'il verra qu'il ne peut pas la prendre en charge, il va peut-être essayer de lui dire, bon maintenant tu bouges ou quoi? Et donc il va passer immédiatement du poste de sauveur au poste de bourreau, parce que l'autre a dit, mais comment t'es méchant? Oui. De l'autre côté, tu bouges pas, t'as rien fait, et voilà. Donc, et l'autre va dire, mais tu m'emmerdes, t'as vu ce que tu fais, ça fait 50 fois qu'on te le dit, mais tu bouges pas, et voilà. Et donc, voir, ça peut prendre évidemment des choses bien plus compliquées. Alors,
Le sauveur, lui, c'est quelqu'un qui, globalement, a besoin, un, de ne pas s'occuper de ses propres oignons, deux, a besoin de pouvoir redorer son blason. Donc, c'est un rôle qui est plutôt sympa, c'est un rôle où il va tirer les lauriers, où il va avoir l'impression d'avoir une bonne image de lui. D'accord? Bonne image auprès des autres, mais surtout, il va avoir quelqu'un de dépendant. C'est-à-dire que la victime va être habituée à lui demander des choses et lui, il va être habitué à lui donner, ce qui lui assure un contrôle. Et c'est là le problème, parce que dans cette position de sauveur, il n'y a pas de volonté de corriger le terrain. Il y a la volonté de maintenir la victime dans ce triangle, c'est-à-dire dépendante de lui. D'accord? Donc, l'autre est incapable de s'en sortir sans lui, lui, il sera toujours là, machin, etc., etc. Et il va faire les choses même si l'autre ne lui a rien demandé. Oui, mais moi je sais qu'on a besoin, j'attends pas parce que franchement je me sacrifie. Non. Non. Le sauveur qui se sacrifie pour le bien du monde quand personne ne lui a rien demandé, ça sert à rien. Même pas à lui. D'accord? Donc effectivement, après ça, le sauveur, il attend des choses. Donc quelque part, quand on lui dit bah oui, mais qu'est-ce que tu fais oui, mais moi je m'attendais quand même à ce qu'elle me remercie. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une reconnaissance. Je m'attendais quand même à ce que je sais pas, il y ait une marque de quoi que ce soit. Et le sauveur, de toute façon, soyons clairs, il n'a pas du tout intérêt que la situation s'arrange. Il a intérêt à ce que les choses, voilà, il a trouvé son équilibre là-dedans. Il a une raison d'exister qui est de pouvoir se mettre en valeur par le malheur des autres. D'accord? Donc, s'il y a un sauveur, c'est qu'il y a un bourreau, et c'est que le sauveur a sauvé la victime d'un bourreau potentiel. Donc attention, on est souvent dans des triangulaires, des trucs à trois, où finalement il y a une victime qui va faire croire au sauveur qu'il y a un bourreau, et qu'elle a besoin de son... Voilà, pour aller... pour qu'il la prenne en charge complètement. Donc il y a peut-être des hommes qui vont tomber sur des femmes qui vont, je sais pas, leur faire croire qu'elles ont besoin d'eux pour faire je sais pas quoi. Et inversement, d'accord, donc c'est le bourreau, lui, va forcément être énervé, il va déblatérer des choses en justifiant des horreurs, et il se justifie d'avoir le droit de le faire. Non, mais là, on tombe dans des trucs... Voilà. Il va s'imposer de façon violente, des fois, et c'est souvent, lui, un ancien sauveur qui, finalement, n'a pas du tout été écouté, ou qui a été rejeté dans sa triangulaire. D'accord? Donc, encore une fois, le bourreau, c'est pas forcément... une personne, hein. Ça peut être d'abord une personne, mais après ça peut être, tu vois, depuis que je me suis cassé la jambe, ou voilà, je peux pas faire ça parce que vraiment, je suis trop fatiguée, ça peut être une maladie, hein. Moi, je l'ai vécu, effectivement, on se retrouve au milieu de gens qui sont malades, et on dit, je peux pas faire ça parce que je suis malade. Et la maladie devient une excuse à 2 balles, de pouvoir ne pas faire les choses. Il y a un bénéfice secondaire qui est extrêmement gênant, en fait. Donc, ça dit quoi, ça? Ça, plus notre émotionnel surbooké, plus nos blessures de l'âme, ça veut dire qu'à un moment donné, à aucun moment, vous vivez dans la réalité. Tout est schéma, filtre et compagnie. C'est-à-dire que une relation saine ne doit pas être une relation où vous avez soit une position de victime, de bourreau ou de sauveur. Vous ne devez plus rentrer dans ce type de position. D'accord? Donc, parce que ce n'est pas la réalité. Vous êtes en train de lier des contacts avec des gens, ce n'est pas la réalité. Donc il faut prendre conscience du rôle que vous jouez, du rôle que les autres ont autour de vous, quelle position ils ont dans le triangle. Essayez de regarder ce qui se passe
Est-ce que vous vous plaignez des choses? Est-ce que vous avez tendance à penser que vous subissez les choses? Est-ce que vous avez tendance à aider trop les choses, sans, même sans qu'on vous le demande? Est-ce que vous avez défini si l'effort que vous allez faire est partagé par la personne que vous allez aider en face? Si l'autre fait rien en face, vous n'avez aucune raison d'aller aider. Aucune. Les autres doivent se prendre en charge un peu. C'est pas possible sinon. Vous ne devez pas non plus vous lancer tête baissée dans des sauvetages sans avoir défini de limites par rapport à vous. Vous ne devez pas aller trop loin par rapport à vous. Essayez le jeu du miroir. Essayez de voir si, par exemple, quand vous avez un persécuteur, vous faites le persécuteur. Quand vous avez une victime, vous faites la victime. Quand vous avez un sauveur, vous faites le sauveur. Regardez la compète qui s'amorce. Regardez ce que vous tirez comme phrase complètement incroyable au niveau de la relation. Vous allez vous heurter à un mur. Cet effet miroir, il va vous apprendre comment, finalement, fonctionne la relation. C'est un jeu de manipulation qui tourne à trois. Chacun peut prendre des positions différentes, mais il faut se sortir de là. Ça n'est jamais une forme de relation satisfaisante. Chacun ne va jouer un rôle sans jamais jouer quelque chose de vrai. Donc, il ne faut pas se prendre dans ce jeu. Et pour ne pas se prendre dans ce jeu, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vraiment connaître ses blessures propres à soi. Parce que ce jeu, si vous avez une blessure de rejet, il va forcément activer votre potentiel de sauveur. Hein. C'est-à-dire ne pas être rejeté, ne pas être tout seul, ne pas être machin. Donc la priorité, c'est les blessures. Et ensuite, voir comment vous vous situez dans les relations. Est-ce que vous avez une tendance à aller aider les autres? Est-ce que vous avez une tendance à juger les autres et vous emporter? Est-ce que vous avez une tendance à vous plaindre? Si c'est ça, s'il y en a une des trois, bingo, quoi. Vous êtes dedans. Vous êtes même peut-être des fois dans les trois en fonction des relations. Donc ça, moi je vous le dis, c'est faisable de s'en sortir parce que moi j'ai très longtemps joué avec ça et aujourd'hui, c'est stop. Et je vous assure qu'on est vachement mieux sans. Donc je vous invite tous à réduire les intensités émotionnelles, à sortir de ce fameux triangle à la con de Karpman, parce que vraiment ça marche avec les enfants, avec les gens entre nous, dans les relations de couple, ça fusille tout. Donc par pitié, sortez de là, prenez-vous en charge, regardez dans quelle position vous êtes et surtout essayez à chaque fois de voir le schéma qui va déclencher cette position. Sortez de là et je vous assure que votre vie va changer complètement, notamment ces intensités émotionnelles qui sont très difficiles à vivre, que vous allez pouvoir éradiquer. Voilà, et vous sentir mieux, revenir à une paix intérieure et pouvoir enfin aimer les autres pour ce qu'ils sont et les autres vous aimeront pour ce que vous êtes. Donc surtout, 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 ne jouez plus à des choses qui sont dans les illusions, dans les jeux de manipulation. Restez vraiment à l'essentiel, retournez à votre point zéro et permettez-vous de vivre des relations, mais au top, avec de la richesse, avec de l'humour, avec quelque chose qui soit vraiment génialissime, parce que je pense qu'on le mérite tous. Si on en est là et à regarder des vidéos, à se poser des questions à la con sur le triangle de Karpman, c'est que réellement, on en a tous besoin. On a tous besoin de calme, de paix et d'harmonie. Donc je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, faites très très attention. Moi j'ai recommencé cette vidéo 3 fois, j'arrive au bout, je crois que c'est une grande victoire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.